Il y a deux faces dans la vie de Shirin Ebadi, le rêve et le cauchemar. Le rêve d'abord, première femme présidente du tribunal de grande instance de Téhéran, la capitale iranienne, première musulmane prix Nobel de la paix. Et puis ensuite, le cauchemar, son opposition à la République islamique la désigne comme une cible privilégiée du régime, avec des proches harcelés, des amis arrêtés, harcèlement permanent qui l'a conduit à l'exil. Bonsoir Shirin Ebadi, merci d'être avec nous sur TV5 Monde et bienvenue à vous. Vous êtes donc magistrate, avocate, militante féministe, défenseur des droits humains. Commençons, si vous le voulez bien, par une question d'actualité. Après 4 mois de détention quasiment en Iran, l'anthropologue canado-iranienne Homa Hodfar a été libérée par la République islamique d'Iran pour des raisons humanitaires. Elle est de retour aujourd'hui à Montréal, au Québec. En revanche, une autre femme a beaucoup moins de chance. La justice iranienne vient de confirmer la condamnation à 10 ans de prison de la journaliste et militante des droits humains iranienne Narges Mohammadi. 10 ans de prison donc. Quel sentiment vous anime ? Malheureusement, Narges a été arrêtée en raison de ses activités pour la défense des droits de l'homme et la peine qui a été confirmée hier porte au total à 16 ans de détention. Toute cette période qu'elle devra passer en prison est finalement imputable au même chef d'inculpation parce qu'elle s'est opposée à la peine capitale, notamment pour les mineurs. Et cela n'est que le signe de la dépendance du système judiciaire iranien. Shirin Ebadi, au-delà des deux affaires que nous venons d'évoquer, au moment où les puissances occidentales, notamment les États-Unis, mais aussi la France, normalisent leurs relations avec votre pays, l'Iran, quelle est la situation des droits humains dans votre pays ? La situation des droits de l'homme depuis l'arrivée du nouveau président iranien ou même depuis la signature de cet accord ne s'est nullement améliorée. Elle est aussi pitoyable qu'elle était auparavant, puisque d'après la constitution iranienne, tous les pouvoirs sont entre les mains du guide suprême qui est nommé à vie et quel que soit le président de la République, il n'a guère de pouvoir. On ne le dit pas souvent, mais l'Iran est le pays au monde où il y a le plus d'exécutions. Selon Amnesty International, il y a eu 694 personnes exécutées entre le 1er janvier et le 15 juillet 2015, 7 mois à peine. C'est l'un de vos combats, l'abolition de la peine de mort en Iran ? Bien sûr, ce sont un de mes combats les plus importants sur le plan des droits de l'homme. Me battre contre les exécutions capitales. Il y a même des crimes en Iran qui ne sont pas considérés comme tels ailleurs dans le monde, comme par exemple l'homosexualité ou la consommation de l'alcool plus de 3 fois. La peine capitale est appliquée de façon très arbitraire. Et il faut savoir qu'il y a aussi des prisonniers d'opinion ou des prisonniers politiques qui sont exécutés en Iran. Et il y a aussi des peines capitales exercées pour des mineurs. Et malheureusement, cela est arrivé à plusieurs reprises lors de la dernière année. Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, est donc avec nous aujourd'hui. Vous vivez en exil à Londres depuis 2009, cela fait donc 7 ans. On va parler de la manière dont vous vivez cet éloignement de vos proches, de votre famille, de votre pays, mais aussi comment vous poursuivez votre combat loin de l'Iran. Mais d'abord, je vous propose tout simplement que l'on se replonge quelques années en arrière. C'était en 2003, il y a 13 ans. On regarde. از این جایگاه شایسته صدای من به گوش مردم جهان میرسد. Shirin Ebadi, qu'est-ce que ça vous fait de revoir cette image ? این تصویرها باعث افتخار منه. Je me sens honorée. مشکلاتی که حکومت
Et je me dis que toutes les épreuves que j'ai eu à traverser n'ont rien à voir avec la réception de ce prix. C'est en raison de mes activités. Comme vous le voyez, mon bras droit, ma collaboratrice Narges Mohammadi, elle n'a pas eu de prix Nobel et ça ne l'a pas empêchée de se retrouver condamnée à 16 ans de prison. Donc, défendre les droits de l'homme sous des dictatures est un grand risque qui vous expose à bien des épreuves, mais ce n'est pas pour cela que nous allons baisser les bras. Et si on a choisi également de vous montrer cette image, Shirin Ebadi, c'est parce qu'elle est au cœur de votre livre qui s'intitule « Pour être enfin libre », autobiographie qui paraît aux éditions de l'Archipel. Ce moment, il est paradoxal, Shirin Ebadi, reconnaissance internationale, on vient de le voir, mais aussi pour vous un terrible basculement. Oui, comme je vous le disais, quand on épouse le combat qui est le mien, les difficultés sont nombreuses. Mais c'est notre devoir de continuer de nous battre jusqu'à notre dernier souffle. Et heureusement, la nouvelle génération a tout à fait conscience de l'importance de ce combat. Et elle le poursuit. Et je suis persuadée que nous, à très court terme, nous serons le témoin de grandes évolutions dans notre pays. Et enfin, la démocratie et la liberté adviendront. Shirin Ebadi, donc 2003 prix Nobel, 2005 Mahmoud Ahmadinejad devient président iranien. Il représente l'aile dure des conservateurs dans votre pays. Un jour de 2009, après de maintes pressions, vous décidez de quitter votre pays. Bien entendu, non pas de gaieté de cœur, mais vous y êtes forcé. Vous partez à Londres. On parle aujourd'hui avec vous de justice, de liberté, de droits humains. Mais l'Iran a été dans le monde un pays qui a fait figure de modèle. C'était au printemps 2009, bien avant ce qu'on a appelé les printemps arabes, en tout cas 2 ans avant, avec ce printemps vert. Pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça a échoué? L'échec du printemps arabe de façon générale, mais aussi du printemps vert en Iran, a été la faiblesse de la société civile dans ces pays tels que le Yémen, la Syrie ou en Libye. La société civile n'a pas eu la force nécessaire pour pouvoir résister aux dictatures. Et c'est précisément en Iran la raison pour laquelle le pouvoir exerce tant de pression et menace à ce point la société civile. Parce qu'aussitôt qu'il y a un vide au niveau du pouvoir, c'est la société civile qui peut combler ce vide et empêcher l'anarchie. C'est de cette façon que les dictateurs ne donnent pas d'autre choix à leur société, en affaiblissant la société civile. En affaiblissant la société civile. Pour bien comprendre, ce que vous nous dites, c'est que beaucoup de jeunes étaient dans la rue, mais qu'ils n'ont pas eu l'appui des élites. On a vu en Tunisie, par exemple, le puissant syndicat soutenir les jeunes qui étaient dans la rue. La société civile s'est mobilisée. En Iran, ce n'est pas le cas à cause des pressions. Mais que reste-t-il aujourd'hui, en 2016, alors que se profile au mois de mai prochain, dans 1 an à peine, l'élection présidentielle? Que reste-t-il de ce mouvement du printemps vert? En Iran, la jeunesse reste extrêmement active. Nous avons un mouvement étudiant très puissant, un mouvement féministe très actif. Mais la répression perdure. Et la société civile tente de se maintenir tant bien que mal. Et les femmes saisissent toutes les occasions pour exprimer leur mécontentement. Et très récemment, parce que le guide de la Révolution a décrété que le vélo était interdit aux femmes, vous avez sans doute eu des échos de ce mouvement, des femmes qui se filment en train de faire du vélo et les font circuler sur les réseaux sociaux pour s'opposer à cet extrémisme et à défendre leur droit de faire du vélo en disant que ça n'a rien d'anti-islamique. Selon vous, Shirin Ebadi, d'où peut venir aujourd'hui le changement en Iran?
Le changement, précisément, viendra de nos femmes actives et de notre jeunesse consciente et des ouvriers qui se battent pour avoir des syndicats libres et indépendants et se trouvent en prison aujourd'hui pour ce combat. Le mouvement viendra de ces trois axes. Quand on parle de l'Iran, bien entendu, difficile de ne pas évoquer cet accord présenté comme historique entre votre pays, l'Iran, et les grandes puissances occidentales. Il s'agit bien sûr du dossier du nucléaire iranien. Qu'avez-vous pensé de cet accord ? Personnellement, je suis favorable à cet accord parce que l'isolement et les sanctions n'aident nullement la population du pays concerné, mais j'espère que la détermination que les pays occidentaux ont placée pour défendre leur propre sécurité quant à la question nucléaire sera également là quand il s'agira de protester contre la situation des droits de l'homme en Iran. L'Occident ne doit pas se contenter de s'inquiéter de sa propre sécurité. Il doit aussi veiller au bien-être des populations des autres pays. Voyez toute cette vague de réfugiés en Europe, leur sort est dû aux mauvaises actions de l'Occidentaux dans les pays de la région. Ne collaborez pas avec les dictateurs et lorsque vous négociez avec eux, négociez aussi sur la question des droits de l'homme, puisque les peuples ne restent pas soumis éternellement au despotisme. Shirin Ebadi, vous êtes aujourd'hui en visite en France et donc à Paris, vous vivez, on l'a dit, à Londres, en Grande-Bretagne. On imagine que vous suivez avec attention les débats qui agitent plusieurs pays, notamment en Europe et en particulier la France. Je veux parler notamment de l'affaire du burkini qui a secoué le débat politique en France cet été. C'est cette tenue qui couvre totalement les femmes qui veulent se baigner dans le sud de la France, même si elles sont peu nombreuses. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? La question du burkini a été portée devant un tribunal et dans une démocratie telle que la France, il faut respecter le verdict du tribunal. Je ne suis pas favorable au port de la burqa. Ce n'est pas une tradition musulmane, puisque à la Mecque, les femmes n'ont pas le droit de couvrir leur visage, sinon leur pèlerinage est invalide. Donc, comment peut-on imputer cette tradition à l'islam si à la Mecque, on n'a pas le droit de cacher son visage? Comment peut-on le cacher à Paris si on ne peut pas le cacher à la Mecque? Il est normal qu'à Paris ou n'importe où dans le monde, pour des questions de sécurité, on ait besoin de voir le visage des citoyens. Mais pour ce qui est du voile, si une femme fait le choix délibéré et individuel de couvrir ses cheveux, c'est son droit le plus strict. Nous ne pouvons que nous soumettre à son choix. Donc la question que je me pose et que je me permets de vous poser, c'est pourquoi est-ce que le voile est considéré comme le seul signe ostentatoire de l'islam extrémiste? Est-ce qu'une barbe longue n'est pas un signe d'islamisme? Et pourquoi il n'y a pas de restriction quant au port de la barbe longue pour les hommes? Pourquoi c'est toujours les femmes qui sont montrées du doigt et qui sont attaquées et qui font l'objet de discrimination? Si le voile est interdit, la barbe longue aussi doit être interdite. Shirin Ebadi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde et dans 64 minutes. Je rappelle le titre de votre livre, Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix pour être libre. C'est une autobiographie à lire aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup à vous. Merci Shirin Ebadi.